À la une de ce 20h, l'Alliance des États du Sahel est née ce samedi 16 septembre 2023 à Bamako. Elle regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le président de la transition a signé cet après-midi la charte de création de l'AES en présence des ministres des Affaires étrangères du Faso et du Niger. Les trois pays décident de mutualiser leurs efforts pour lutter contre le terrorisme et assurer des projets de développement. Plus de 200 000 cartes biométriques retirées à la date du 7 septembre dernier sur une production de près de 6 400 000. Un taux de retrait jugé faible par les responsables en charge de la question. Les citoyens sont invités à sortir massivement récupérer leurs cartes biométriques. Page spéciale 22 septembre. Projecteur ce soir sur la compagnie malienne de textile, la Comatex, l'une des rares entreprises post-indépendance encore fonctionnelles au Mali. Elle a démarré ses activités en 1968 et a connu des hauts et des bas, nous dira Ramata Konaté depuis Ségou. Du sport dans ce 20h, Supercoupe Colonel Assimi Goïta, l'équipe de Ségou remporte le trophée de la 3e édition. Et puis, Ligue africaine des champions, l'AS Real perd à domicile 3-0 face à FC Nouadhibou de Mauritanie. Siragatou Sissé sera en plateau avec nous pour nous développer toute l'actualité des sports. Voilà pour le titre, mesdames, messieurs, bonsoir. L'AES, l'AES, Alliance des États du Sahel portée sur les fonds baptismaux ce 16 septembre 2023 à Bamako par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cet après-midi, le président de la transition a reçu les différentes délégations à Koulouba. Le chef de l'État a signé la charte du Liptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Son objectif est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au bénéfice des populations du Mali, du Faso et du Niger. Le chef de l'État a signé cette charte de création de l'AES en présence des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Niger. Bamako, Ouagadougou et Niamey décident donc d'unir leurs forces pour lutter contre le terrorisme, assurer des projets de développement et défendre les intérêts des populations. Des explications données au cours d'un point de presse au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale en présence des délégations burkinabées et nigériennes. Que dit essentiellement la charte de création de l'AES? Élément de réponse dans ce reportage signé Mamari Kone. Trois pays, un destin commun, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sont plus que jamais décidés à cheminer ensemble dans la lutte contre le terrorisme et pour le mieux-être des populations. La charte du Liptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel est une décision de haute portée des présidents capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, colonel Assimi Goïta du Mali et général Abdourahmane Tiani du Niger. La charte se fonde sur l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié entre les trois pays. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako Gourma, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. Article 2. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Article 3. Les parties contractantes mettront en place ultérieurement les organes nécessaires au fonctionnement et mécanismes subséquents de l'Alliance et définiront les modalités de son fonctionnement. Article 4. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Article 5. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité.
La charte est un instrument d'assistance et de secours en matière de sécurité dans les pays membres. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. Article 7. L'agression, telle qu'évoquée à l'article 6, comprend également toute attaque contre les forces de défense et de sécurité de l'une ou plusieurs parties contractantes, y compris lorsque celles-ci sont déployées à titre national sur un théâtre d'opération en dehors de l'espace de l'Alliance. Toute attaque et en tout lieu contre les navires et aéronefs de l'une ou plusieurs parties. Article 8. Les parties s'engagent à ne pas recourir entre elles à la menace, à l'emploi de la force ou à l'agression, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'une partie. À ne pas faire de blocus des ports, des routes, des côtes ou des infrastructures stratégiques d'une partie par les forces armées. Ne pas, à partir d'un territoire mis à la disposition par une partie, perpétrer des attaques ou des agressions contre une autre partie ou des États tiers. Ne pas, à partir du territoire d'une partie, permettre à des groupes armés, des forces armées irrégulières ou des mercenaires perpétrer des attaques contre un pays du champ. Article 9. Les décisions de l'Alliance sont prises à l'unanimité des États parties. Article 10. Le financement de l'Alliance est assuré par les contributions des États parties. La charte peut être ouverte à tout autre pays partageant les mêmes réalités géographiques, politiques et socioculturelles qui acceptent ces objectifs. La République du Mali est désignée dépositaire de la charte. Elle a été signée ce 16 septembre 2023 par les présidents des 3 pays. Défis actuels du développement, le rôle de la science, de la technologie et de l'innovation. Thème du sommet du G77 plus la Chine à la Havane au Cuba. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, y a prononcé aujourd'hui un discours. Colonel Abdoulaye Maïga a réaffirmé l'engagement du Mali à coopérer avec l'ensemble des partenaires dans le strict respect des principes qui guident désormais l'action publique au Mali. Correspondance particulière de Aïssata Ibrahim Maïga. Dans son intervention à ce sommet extraordinaire du G77 plus la Chine, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, a rappelé que le Mali continue de miser sur l'avancée de ses priorités nationales de développement. Le gouvernement continue de travailler au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité afin de leur permettre d'accomplir leur mission régalienne de défense du territoire national et de protection des populations et des biens. Les efforts consentis dans ce domaine donnent des résultats très appréciables. Plusieurs terroristes et leurs sanctuaires ont été neutralisés ou détruits, des armes, des munitions et des moyens de communication saisis, plusieurs terroristes dont des chefs arrêtés. L'occasion me paraît propice de remercier ici chacun des pays membres du groupe des 77 plus la Chine pour le rôle qu'ils ont bien joué dans la lutte contre l'insécurité dans mon pays. Dans ce contexte, l'a-t-il rappelé, l'unité de l'activisme du G77 plus la Chine dans les débats et forums internationaux sont déterminants pour faire avancer les aspirations légitimes de nos peuples. Le Mali, par ma voix, réaffirme son engagement à coopérer avec l'ensemble des partenaires pour l'atteinte des objectifs de développement durable, bien entendu dans le strict respect des 3 principes définis par son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et de partenariats opérés par le Mali, et enfin la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions.
Le chef de la délégation malienne a également évoqué l'importance des échanges au sein du groupe. Selon lui, cela aiderait à identifier les points de convergence et explorer des mécanismes et initiatives qui contribueraient à la complémentarité entre les pays du Sud sur les principales questions d'intérêt commun. Enfin, le ministre d'État, tout en rappelant les sanctions illégales et illégitime imposée en son temps au peuple malien, a demandé la fin de l'embargo contre le peuple frère de Cuba. Comment améliorer la sécurité humaine au Mali? Question au centre d'une conférence animée ce matin à Bamako, un débat organisé dans le cadre des activités de la semaine de la réconciliation. C'était en présence des ministres en charge de la sécurité et de la réconciliation. Le reportage est signé Youssouf Diakité et Djelima Diabaté. Comment améliorer la sécurité humaine au Mali? Voilà la question principale au centre de cette conférence organisée dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation. La sécurité humaine, de quoi s'agit-il? La sécurité humaine, il faut comprendre la conciliation de deux choses. En fait, la conciliation de l'objectif de la sécurité publique et également de l'objectif du développement humain. Alors pour cela, il fallait forcément concilier les objectifs de ces deux concepts-là, sécurité publique, développement humain. Donc c'est ce qui a donné naissance à la sécurité humaine. Donc il vise principalement deux objectifs. Donc premier objectif, ça c'est l'objectif visé par la sécurité publique, c'est-à-dire libérer les citoyens de la peur. Et deuxième objectif, qui est l'objectif du développement humain, qui consiste à libérer les citoyens du besoin. La conférence qui nous réunit ce matin sur la sécurité humaine cadre parfaitement avec la vision stratégique de notre institution, à savoir servir comme un centre régional et international, assumant un leadership en matière de formation, de recherche, d'analyse et d'apprentissage dans tous les domaines de la prévention et de la gestion des conflits, et devenir un catalyseur de réflexion et d'innovation pour relever les défis multiformes et multidimensionnels liés à la paix et à la sécurité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui a ouvert les travaux de la conférence, a insisté sur comment relever les défis d'une paix inclusive et durable au Mali. La présente édition se veut une véritable fête magnifiée par la symbiose sociale. Elle sera marquée par la présente conférence, dont le thème est aussi important que nécessaire, surtout en ce moment précis de la vie de notre nation, à savoir, je cite, « Comment améliorer la sécurité humaine au Mali ?» Fin de citation. Cette thématique qui est d'actualité mérite une large appropriation. À travers cette conférence, nous voulons édifier l'ensemble de la population sur le caractère holistique de la notion de sécurité et sur le rôle et la place de chacun dans le dispositif sécuritaire. Il s'agit, au sortir d'une telle conférence, d'intégrer la notion de sécurité humaine dans nos habitudes de tous les jours, un des piliers importants de la politique sécuritaire du gouvernement de la transition. La semaine nationale de la réconciliation, c'est aussi à l'intérieur du pays autour de la thématique restaurer la paix et renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble au Mali. Voyons quelques temps forts à Kaï, Kita et Taoudeni avec Benoko Fofana, Mahamadi Alioubari et Shirfi Moulay. Ensemble, engageons-nous pour relever les défis d'une paix inclusive et durable au Mali. C'est ce slogan qui détermine cette deuxième édition de la Semaine nationale de la réconciliation, initiée par le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Lancée ce vendredi 15 septembre dans la cité des Rails par le chef de l'exécutif régional. L'équipe régionale d'appui à la réconciliation est la cellule chargée de conduire les activités de cette semaine. Ici au Mali, nous sommes tous de la même famille. Grâce aux us et aux coutumes héritées de nos parents, aujourd'hui, nous sommes victimes d'une situation créée par les étrangers qui veulent nous voir désunir et régner en maître. Nous remercions nos autorités de la transition d'avoir initié cette semaine nationale de la réconciliation qui vise à unir le peuple malien. Dans notre région, nous souhaitons que cette célébration soit l'occasion d'une communion parfaite entre toutes les couches socio-professionnelles et religieuses. Aussi voudrais-je vous exhorter dans la même dynamique à vous investir chacun en ce qui le concerne pour faire de la deuxième édition de la Semaine nationale de la réconciliation une réussite totale dans la région de Kaï. Après la cérémonie de lancement des activités de la Semaine nationale de la réconciliation dans la cité des Rails, les organisateurs et les fidèles musulmans se sont retrouvés dans la grande mosquée de Kaï pour faire des prières pour le repos des âmes des victimes tombées suite à l'attaque perpétrée contre le bateau Tombouctou il y a de cela quelques jours. Ils ont aussi formulé des bénédictions
pour la paix et la stabilité dans notre pays, le Mali. Cette deuxième édition de la Semaine nationale de la réconciliation a permis aux populations de la région de Todeni d'échanger sur les voies et moyens pour consolider la paix, la cohésion sociale entre les populations. Le peuple a confiance à son Excellence le colonel Assimi Goïta pour ses chantiers sociaux et mémorial pour tous. Le timing, la forme et le contenu lui appartiennent. Somme toute, la région de Todeni est fière de la transition, porteuse d'espoir car elle va résoudre la question existentielle du Mali. Et ça ne doit pas être une semaine, c'est tout le long de l'année. Nous devons nous investir dans cette réconciliation avec des séances de sensibilisation, des prêches, etc. à tous les niveaux. Cette édition aura tenu toutes ses promesses, vu la bonne ambiance et la courtoisie qui ont prévalu dans les échanges entre responsables administratifs, autorités coutumières, acteurs de la société civile et population. Chacun de nous doit être vraiment un missionnaire pour cette réconciliation. Et aujourd'hui, nous ne doutons pas de nos autorités de la transition qui sont pour cette réconciliation. Et chacun de nous, on ne sait pas d'où la bonne voie ou bien la bonne stratégie ou bien la bonne solution peut subvenir. Cette deuxième édition a pour thème « Ensemble, engageons-nous pour relever les défis d'une paix inclusive et durable au Mali ». Dans la droite ligne de cette thématique, je lance un appel à tous à s'impliquer fortement pour la réussite de cette semaine. Chacun des acteurs est appelé à contribuer en sa façon afin d'aider les autorités dans leur démarche louable pour une réconciliation réussie. Ensemble pour une paix inclusive et durable, engageons-nous pour un Mali réconcilié sur le thème de la Semaine nationale de la réconciliation qui a réuni la centaine de participants initiés par les autorités de la transition. Elle permet ainsi de consolider les acquis en faveur de la paix. Elle va contribuer à enrayer le climat de méfiance qui sévit entre les communautés et asseoir les bases d'une paix durable. Nous avons aussi pris davantage conscience de ces besoins que nous avons à pouvoir construire la réconciliation à partir des familles et à partir de nos villages, nos villes, pour qu'au niveau de notre pays, le Mali, nous puissions construire ce vivre ensemble harmonieux. L'appel que nous lançons à toute la population malienne, c'est vraiment de se réconcilier. Et le Mali actuel vraiment a besoin de tous ses fils. C'est à travers une conférence débat que le temps de la semaine a été donné à Kita. Il s'agit également de sensibiliser les citoyens venus des 33 communes de la région sur le processus de réconciliation et de paix et surtout faire la promotion du patriotisme, du civisme et la cohésion sociale afin d'unifier les cœurs et les esprits tout au long de la semaine. Que l'État ait décrété une semaine au profit de tout le peuple malien pour sensibiliser, pour cultiver le dialogue, l'entente et la paix. Ne nous fatiguons pas de cultiver la paix. Elle n'a pas de prix. Les plus hautes autorités ont initié cet événement salutaire qui nous donne l'occasion de replonger dans nos valeurs, de revisiter et de solidifier les fondations de ce que nous avons tous en partage. La réconciliation, le pardon, l'entraide, la compréhension et l'acceptation de l'autre, en somme, la tolérance. Aussi, les conférenciers M. Sali Ag Hamad Alamine, l'évêque de Caille et l'imam de la grande mosquée de Kita ont véhiculé des messages sur la nécessité d'un profond changement de comportement en faveur d'une véritable refondation d'un Mali nouveau. Ici à Bamako, l'association Irganda et la coordination des associations pour la paix, l'entraide et le développement appelle à l'union de foi et d'esprit pour le Mali et condamne l'attaque barbare contre le bateau Tombouctou. C'était ce matin au cours d'une rencontre d'échange suivie par Aliou Abdoulaye Touré. L'association Irganda condamne avec la plus grande fermeté l'attaque perpétrée contre le bateau Tombouctou ayant causé de nombreuses pertes en vies humaines. C'était lors d'une rencontre organisée à cet effet. Qui vise à provoquer une guerre civile entre les communautés de culture Sangay constituée de toutes les ethnies du Mali dans le dessein funeste de faire oublier les terroristes racistes qui restent les seuls auteurs de cette offense à toute la communauté nationale. Face à cette situation,
Le président de l'association Irganda appelle à l'unité et à l'union sacrée pour faire face aux forces du mal. Aussi, l'association réaffirme son soutien aux autorités de la transition et aux forces armées maliennes. L'attaque du bateau de Tombouctou, ce symbole d'unité nationale et de vitalité économique. Je voudrais adresser en votre nom aux autorités de ce pays qui ont permis à notre armée de monter en puissance. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait que les populations et toute l'élite politique et civile soient engagées avec les FAMA. Par ailleurs, l'association Irganda exhorte les autorités à déployer des moyens matériels et humains pour l'approvisionnement des villages, fractions et villes en denrées de première nécessité. Dans sa déclaration, la coordination des associations pour la paix, l'entraide et le développement estime que ce regain de violence des groupes terroristes doit interpeller la conscience universelle pour une condamnation de ces crimes contre l'humanité. La coordination des associations pour la paix lance un vibrant appel à la communauté internationale pour condamner les crimes de masse, les crimes odieux et les violences de toutes sortes constituant des crimes contre l'humanité et la paix, des crimes contre l'État, et ce, pour le respect des principes sacrés qui gouvernent la vie des nations. Convaincus de la vision du chef de l'État visant à protéger tous les Maliens où qu'ils soient, les deux associations félicitent la décision du chef de l'État de surseoir aux festivités du 22 septembre. Également dans l'actualité, les autorités appellent les citoyens à sortir massivement retirer leurs cartes biométriques. À ce jour, le taux de retrait jugé faible. En chiffres, plus de 200 000 cartes sont retirées à la date du 7 septembre dernier sur toute l'étendue du territoire national, sur une production de près de 6 400 000 cartes. Bouakar Bablé Touré a fait un tour dans certains centres. Reportage. Le Mali, comme les autres pays de la CEDEAO, a opté pour la carte biométrique sécurisée. Ce précieux sésame se présente désormais comme identifiant et aussi comme carte d'électeur pour les futures échéances électorales. À la date du 12 septembre dernier, ce sont exactement 6 381 765 cartes qui ont été produites et mises à disposition pour distribution. Le schéma retenu pour le dispatching, les cartes sont remises au gouvernorat. Les gouvernorats remettent les cartes aux préfets et les préfets aux sous-préfets. Et les sous-préfets gèrent dans leur ressort les différentes communes. À la date du 7 septembre dernier, pour le compte de Bamako et environ, seulement 151 847 cartes ont été retirées et 49 220 à l'intérieur du pays. Il y a eu vraiment une avancée de la conférence de presse. Ça, c'était le 31, le jeudi 31. De ce jour à maintenant, j'avoue que le nombre de cartes remises a été pratiquement doublé parce que de 109 000 cartes, aujourd'hui nous sommes à plus de 201 000 cartes remises. Dans la capitale, l'affluence varie d'un centre à un autre. C'est le cas des mairies de la commune 3 et 4. Pour le moment, on est à une centaine de cartes remises. Bon, hier, quand même, on a donné plus de 233 cartes ici, au niveau de la mairie de Dravila. Au centre de Niamakoro, sur la rive droite du district de Bamako, l'affluence était plus perceptible à notre passage ce mercredi 13 septembre 2023, contrairement à celui de Kalabankoro dans le cercle de Kati. Avant-hier, on a fait 288 cartes. Hier, on a fait 400 cartes remises au niveau de la mairie de Kalabankoro. Malgré les campagnes de sensibilisation et l'initiative de l'opération spéciale de distribution de cartes du 1er au 30 septembre, l'engouement dans les centres de retrait n'est pas à hauteur de souhait, d'où cet appel du chef de l'exécutif du district de Bamako. Il appartient aujourd'hui aux citoyens de s'approprier cette opération. Il est important aussi de rappeler que la remise de la carte est gratuite. Il n'y a aucun frais à payer. Pour la bonne marche des opérations de retrait, plus de 100 points de retrait sont installés à Bamako et environ. Ces points sont opérationnels du lundi au samedi, de 18h à 16h, le jour ouvrable, et de 10h à 17h pour la journée du samedi.
Dans un communiqué déposé à la rédaction, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune informe la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Rabiul Awal ou Dombakalo n'a été aperçu le vendredi 15 septembre 2023 dans aucune localité du pays. En conséquence, le mois lunaire Rabiul Awal ou Dombakalo débute au Mali le dimanche 17 septembre 2023. Ainsi, le jeudi 28 septembre 2023 est consacré naissance du prophète, paix et salut sur lui. Et le mercredi 4 octobre 2023, le baptême sur toute l'étendue du territoire national. Marka Seida Aïcha, c'est le nom du centre coranique du prêcheur maître coranique non-voyant Taleta Koulibaly. Justement, ce maître coranique était sur le plateau de Grain de Midi sur l'ORTM il y a de cela quelques mois. Ce jour-là, il avait lancé un cri de cœur pour la construction d'un centre coranique. Aujourd'hui, c'est chose faite. Baraka Petroleum a fait de son rêve une réalité en construisant le 10 centres à hauteur de 20 millions de francs CFA. Et c'est le directeur général de l'ORTM, Alassane Baba Djambélé, qui a procédé à la remise des clés couplées à l'ouverture du centre. Tamsir Diabaté. Le prêcheur maître coranique non-voyant Taleta Koulibaly est celui dont le rêve était d'avoir un centre coranique digne de ce nom. Oui, son rêve est devenu une réalité. Il a reçu les clés de son tout nouveau centre coranique des mains du directeur général de l'ORTM et du représentant du donateur Sadio Batili, président directeur général de Baraka Petroleum. Ça s'inscrit dans le cadre de notre programme RSE qui ne vise que le bien-être social de tous les Maliens. Donc nous sommes une entreprise 100% malienne. Et le profit que nous réalisons, donc, nous le partageons avec tous les Maliens. La construction, le forage, tout, ça nous a coûté 20 millions de francs à peu près. Ce cri de cœur a été entendu par Baraka Petroleum. Le cri de cœur a été lancé ce jour-là dans l'émission Grain de Midi. On ne savait pas qu'on allait ensemble voir ce jour aujourd'hui où nous allons procéder à la remise des clés de ce centre coranique entièrement financé par une entreprise nationale. L'instant était plein d'émotions quand le bénéficiaire a fait son entrée dans la salle de lecture et d'apprentissage coranique. Certes, il ne voit pas cette salle flambant neuve, mais la joie sur son visage en dit long et il l'exprime dans la séance de lecture du Coran qui annonce l'ouverture du dit centre. Dieu merci, je n'arriverai pas. Que Dieu sauve le Mali. Certes, mes vies sont exaucées, mais je demande aux bienfaiteurs de nous aider à avoir d'autres chambres à coucher. Je tiens à remercier les donateurs et l'ORTM. Le centre coranique Markas Zeida Aïcha est doté d'une salle de lecture et d'apprentissage d'une capacité d'accueil de 60 personnes, une annexe chambre, salon et des toilettes extérieures. Ce n'est pas tout. Le généreux donateur a offert au centre des Corans, des nattes et des bouillards. Le centre dispose également d'un forage et des panneaux solaires. Et le directeur général de l'ORTM, visiblement ému, réaffirme que pour l'ORTM, chacun compte. Nous, à l'ORTM, nous avons aussi comme credo de faire en sorte que nos entreprises nationales puissent prospérer. Aujourd'hui, quand vous allez à l'ORTM, le carburant que nous utilisons, c'est avec les nationaux. Les meubles que nous utilisons, c'est avec les nationaux. Nous sommes dans une période très difficile pour la nation et je crois que c'est l'occasion justement de manifester toute notre solidarité. Donc aujourd'hui, nous sommes justement dans cet exemple-là, un exemple vraiment à multiplier. Force est de rappeler que c'est lors de son passage sur le plateau de Grain de Midi que le bénéficiaire du jour a lancé un cri de cœur pour la construction de son centre coranique. Et seulement quelques mois après son cri de cœur, ses vœux se sont exaucés.
Page spéciale 22 septembre, jour J-6. Focus ce soir sur la compagnie malienne de textile Comatex, l'une des rares entreprises post-indépendance encore fonctionnelles au Mali. L'usine de transformation de coton créée pour les besoins vestimentaires consacre le début de l'industrialisation du pays. Un pas bien franchi par le régime Modibo Keïta avec la coopération de la République populaire de Chine. Suivant une évolution en dents de scie, la Comatex part de société d'État à société anonyme pour ensuite revenir au format société d'État. C'est un magazine à suivre après ce journal. Suivons un extrait de ce reportage signé Ramata Konaté. Situé dans la région de Ségou, dans la commune rurale de Pelingana, sur la route de Makala, la Comatex, compagnie malienne de textile, est bâtie sur une superficie de 27 hectares. La mise en place de ce complexe intégré de textile matérialise le début de l'industrialisation au Mali. De son inauguration à nos jours, cette première usine de textile du pays est vieille de 55 ans, 3 mois et 10 jours, jour pour jour, en août 2023. C'est le fruit de la coopération sino-malienne à travers un accord de 1962 aux premières années de l'accession du Mali à l'indépendance. Un accord qui pose les jalons des travaux de construction de l'usine de transformation de coton. Et 3 ans plus tard, précisément en 1965, commencèrent les travaux d'implantation des ateliers et bureaux toujours sous le régime du premier président du Mali indépendant, Modibo Keïta. Et en 1968, un 21 mai, la société d'État démarre officiellement sa production avec quelques 1000 travailleurs, hommes et femmes, selon des sources. En 62-63, En 70-63, avec les Chinois, nous avons installé les machines et plus tard commencé la production. Au début, les agents avaient l'amour du travail, c'étaient des hommes et femmes pétris de patriotisme. Les jours de l'inauguration, c'était une grande fête des Baras. Et les premiers tissus produits ont servi d'uniforme pour cette cérémonie. Le Mali étant un pays producteur de coton, il fallait que ce coton-là soit traité en une certaine partie au Mali. Les fils et tissus made in Comatex faisaient leur beau temps au cours des événementiels et autres cérémonies de réjouissance. Quelques mois après le démarrage de l'usine survient en novembre un coup d'État au Mali. Et sous le régime de Moussa Traoré, la Comatex suit son cours normal de développement textile avec la rénovation de plusieurs équipements en 1974 et en 1979, toujours avec une assistance technique chinoise au beau fixe. J'ai trouvé la Comatex en bonne forme. On a fait 1 mois en Chine. Nous avons visité beaucoup d'usines et nous avons fait notre choix. C'est cette production qui est présente actuellement à la Comatex, c'est-à-dire l'imprimé. Ensuite, nous avions obtenu l'implantation d'une usine de bonneterie, les tricots, les fils à coudre, etc. Grâce à ces rénovations, le nombre de travailleurs est revu à la hausse, environ 3000 agents. C'était l'une des périodes fastes de la Comatex. Il y avait beaucoup de ventes. Des commerçants venaient de Bamako et des pays voisins, comme la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, acheter le fil de la Comatex. Le salaire tombait au bon moment et tout Ségou le sentait.
démarrage de la coopération technique chinoise avec des expatriés de la Chine, mise en place de la co-gestion avec des Chinois au poste de responsabilité, secondés par des Maliens. Bref, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. En 1991, il y a eu dissolution de la Comatec. Il y avait plus de 1600 travailleurs à l'époque. Tous ceux-ci ont été licenciés. Puis, l'État, dans sa recherche de paix sociale, décide de continuer la production. Ainsi, 1200 anciens travailleurs sont repris avec une administration provisoire. Comatex SA, société anonyme, naquit avec ses exigences du moment par le rachat des actifs de l'ex-Comatex SE, société d'État, disposant ainsi d'un capital social d'1,5 milliard de francs CFA, dont 80% détenus par la COVEC, une entreprise chinoise, et 20% par l'État du Mali. Tout ce qui concernait le bassin qui n'était pas, entre guillemets, très rentable était donc enlevé. La bonneterie aussi n'existait plus. On arrivait à faire vraiment une très bonne partie et un bon pourcentage de notre chiffre d'affaires à l'époque, avec le 8 mars, avec le 31 juillet, avec le 1er mai et aussi avec d'autres choses. Ces années d'activité faites de haut et de bas, cette société anonyme fut ralentie dans sa course par des difficultés, les unes se greffant aux autres, conduisant la Comatex SA à une fermeture qui va durer 3 ans. C'est dans ces conditions qu'intervient la reprise des activités à la Comatex grâce aux efforts des autorités de la transition sous le leadership du président colonel Assimi Goïta, considéré par plusieurs citoyens comme le sauveur de la situation. Nous retrouvons notre dignité à travers cette relance grâce aux autorités de la transition. La Comatex renaît, c'est la vie même de Ségou qui reprend son cours normal. Notre reconnaissance aux autorités de la transition pour les efforts déployés. Vraiment, revoilà la Comatex sous la forme de société d'État. Depuis la reprise, on a eu une commande de 1000 balles de fil. Je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des autorités de la transition, avec à leur tête le président, le colonel Assimi Goïta, qui n'ont ménagé aucun effort pour que le redémarrage là soit. Et aujourd'hui, la Comatex est là et tous les travailleurs ont repris. Donc le réflexe de faire du bon travail, comme c'était le cas avant, je crois que ce réflexe-là existe. On va faire en sorte qu'on puisse rentabiliser tout ça, fortifier cette unité industrielle qui est capitale pour la région, qui est capitale pour l'ensemble, n'est-ce pas, du pays. Renaissance de la Comatex, à suivre donc l'intégralité de ce magazine, une réalisation de Ramata Konaté à ne pas manquer après cette édition. C'est parti pour les épreuves du concours direct d'entrée dans les instituts de formation des maîtres et de l'école de formation des éducateurs préscolaires. Plus de 27 000 candidats sont inscrits à ce concours qui se déroule dans 55 centres sur l'étendue du territoire national. Noum Sissoko. Les épreuves du concours direct d'entrée dans les IFM, Instituts de formation des maîtres, y compris l'IFM Égir de Tombouctou et l'EFEP, École de formation des éducateurs préscolaires session de septembre 2023, ont été lancés par le ministre de l'Éducation nationale au centre du lycée Askia Mohamed. Ils sont 27 032 candidats inscrits à ce concours répartis comme suit. 25 640 candidats pour les IFM classiques avec 2 niveaux d'études, les titulaires du DF 9 762 et les bacheliers 17 269. Les candidats pour l'IFM Égir de Tombouctou qui forment les enseignants arabisants sont au nombre de 1082 et ceux pour l'école de formation des éducateurs préscolaires 309. Ça se passe comme prévu. Les épreuves sont lancées à 8h dans tous les centres. Nous avons visité 3 salles.
On a trouvé que tous les candidats, toutes les candidates étaient présents. À l'endroit des candidates et des candidats, c'est un message d'encouragement. Les surveillants, je ne doute pas que chacun ou chacune fait son travail, c'est bien surveillé. Ce concours se déroule dans 55 centres sur l'ensemble du territoire national et toutes les dispositions sont prises pour son bon déroulement. Les instituts de formation des maîtres et l'école de formation des éducateurs préscolaires ont pour vocation la formation de ressources humaines qualifiées capables d'améliorer la qualité de l'enseignement, des apprentissages et de l'éducation. Visite du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne au camp national des pionniers. Il porte un message de patriotisme et de solidarité à l'endroit des pionniers venus de toutes les régions du Mali. Alpha Maïga. L'hymne national des pionniers est ainsi entonné au camp Assimi Goïta des pionniers du Mali. Plus d'une centaine de pionniers reçoivent à chaque formation et à chaque immersion dans le camp une éducation. Éducation qui vise à faire acquérir les qualités données dans la loi des pionniers. Le camp des pionniers matérialise l'opérationnalisation prochaine du palais des pionniers dénommé camp Assimi Goïta, un symbole et un honneur à l'égard du président panafricain Modibo Keïta. Ce camp, c'est vraiment un laboratoire. C'est d'abord le camp national des pionniers du colonel Assimi Goïta, première chose. Deuxièmement, c'est le premier camp de la 4e République. Troisième chose, c'est le premier camp depuis 21 ans. Les jeunes sont là dans l'apprentissage des petits métiers, pour que les jeunes sachent que des fois, on n'a pas forcément besoin d'un financement bancaire pour s'en sortir. Le camp national des pionniers, Assimi Goïta, va en droite ligne des attributions du département chargé de la construction citoyenne et améliorera substantiellement le défi de la pratique citoyenne au Mali. Ce que j'attends d'eux, c'est d'abord de nous appuyer dans le cadre de notre objectif sur l'investissement humain. Renforcement des capacités sur la citoyenneté, renforcement des acteurs jeunes à travers tout le pays pour apprendre à s'en sortir seuls et l'appui de la jeunesse sur la construction citoyenne, sur les actions civiques. Le président, en 2022, lors du Nouvel An, il dit que dans la refondation du pays, il faut impérativement que chaque jeune joue son rôle. Le camp des pionniers encourage l'investissement humain des jeunes à travers l'engagement civique et le renforcement de leur participation aux activités citoyennes. Cela en vue d'améliorer significativement le bien-être de la population dans son ensemble. D'où sa devise. Le développement du mouvement pionnier constitue une composante fondamentale de l'axe 1 de la feuille de route du ministère chargé de la construction citoyenne, susceptible de réaliser le Mali nouveau. Tenue à Bamako de la 7e Assemblée générale de la Fédération des associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés des pays de l'UEMOA. La rencontre fait le bilan des activités menées et élabore une feuille de route pour l'atteinte des objectifs fixés par la Fédération. Les détails avec Mamadou Fané. Cette 7e Assemblée générale de la Fédération des associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés de l'UEMOA se tient dans un contexte de reprise des activités dans l'espace. Une reprise qui a vu une augmentation du nombre de clients et de dépôts dans la zone UEMOA avec des chiffres d'affaires de près de 10%. Cependant, d'autres défis restent à relever pour la Fédération. Il s'agit notamment de l'adoption de la nouvelle loi sur le secteur prenant en compte les attentes des SFD, de la nécessité d'amélioration des pratiques de protection des clients devient de plus en plus exigeant au niveau des États, au niveau du régulateur et des partenaires techniques et financiers, de l'adhésion de l'ensemble des SFD éligibles au fonds de garantie des dépôts. C'est désormais le Mali qui assure la présidence de la Fédération pour les 2 années à venir, un mandat qui sera mis à profit pour poursuivre les réformes en cours. Nous sommes dans un contexte de révision de la loi cadre qui nous régit. Par rapport au mandat même qui est confié à la Fédération, dans un premier temps, c'est de promouvoir l'inclusion financière au niveau de l'espace UEMOA, mais aussi de protéger les intérêts des associations, faire en sorte que la microfinance puisse se renforcer davantage. Les pouvoirs publics des États de l'UEMOA
ont constamment accompagné et soutenu le développement du secteur de la microfinance de notre zone monétaire. Les évolutions socio-économiques, sécuritaires et technologiques observées au cours de la dernière décennie ont imposé aux États une adaptation des politiques et stratégies en vue de tirer meilleur profit des opportunités qui s'offrent pour le développement socio-économique de nos États. Le pari de l'inclusion financière passe par la promotion des systèmes financiers décentralisés. Cette assemblée est donc l'occasion de faire le point des acquis et les perspectives pour la fédération. Échange entre la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et des journalistes en langue bambara sur le guide des termes stigmatisants en bamanankan. Le but est de permettre aux médias bambaraphones de diffuser les termes conseillés par le guide pour améliorer l'inclusion sociale des personnes stigmatisées. Maïmouna Guindo. Bobo, sourd-muet, fiento, non-voyant, nambara, invalide, nyekeleni, borgne sont des terminologies en langue bambara. Ces mots ou expressions sont pour Ifes Mali stigmatisants, à la fois barbares. C'est pourquoi Ifes Mali a initié cette session au profit des journalistes afin de vulgariser davantage le guide des termes stigmatisants. L'objectif que nous visons aujourd'hui, c'est partager donc le contenu du document qu'ils ont élaboré. Donc il ne s'agira pas de dire simplement aux gens ne dites plus ceci, mais on leur propose des alternatives qui sont moins stigmatisantes et qui sont plus acceptées par les personnes marginalisées. Il s'agit de trouver des alternatives aux mots stigmatisants que nous utilisons souvent en bamanankan. C'est vrai que dans la tradition, par habitude, nous disons ces choses-là, mais il n'est pas toujours indiqué de les utiliser parce qu'on peut les trouver stigmatisants. Alors nous avons conçu un guide et nous avons conçu une liste de mots alternatifs et il s'agit de faire valider auprès des hommes, des femmes de médias ces mots et expressions. La stigmatisation langagère est réelle dans nos sociétés. Elle est réelle pas comme exigent les sociétés, mais à cause du manque de souplesse verbale de certaines personnes. Fort heureusement, elle se corrige. Il y a les régionaux venant de Kita, Ségou, Sikasso, Mopti et Bamako qui sont tous conviés là. Et donc, à l'issue des échanges, je ne doute pas du tout que les uns et les autres seront suffisamment outillés pour mettre à la disposition du public ces propos stigmatisants qui peuvent être vexatoires pour les uns et les autres. Et même les communicateurs prendre le soin de les éviter. Le présent répertoire renouvelle les compétences linguistiques des locuteurs. Il est le guide pratique des journalistes et d'autres acteurs engagés dans la lutte contre la marginalisation. Le journal des sports, c'est avec Kodji Sibi en plateau avec moi. Bonsoir Kodji. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors le week-end est marqué par les compétitions africaines des clubs en Coupe de la Confédération. Le Stade malien joue ce dimanche contre le club burundais d'Aigle Noir. Oui, la rencontre s'inscrit dans le cadre de la manche allée du deuxième tour préliminaire. Les protégés de Sékou Sek sont prêts à relever le défi. Notre équipe de reportage dirigée par Salif Diakité a assisté à l'ultime entraînement des Blancs de Bamako. La dernière séance d'entraînement du stade malien est marquée par la mise en place des schémas tactiques. Les Blancs de Bamako, qui accueillent dimanche l'Aigle Noir du Burundi pour le compte de la manche allée du dernier tour qualificatif de la Coupe CAF, préparent cette double confrontation dans un bon état d'esprit. Les joueurs sont hyper motivés. Je pense qu'ils sont fin prêts pour faire face à cette rencontre, même si on a quelques difficultés parce que en réalité les entraînements et les matchs font deux. J'ai jamais vu jouer l'adversaire, mais il y a notre coéquipier qui nous fait part un peu, qui les suit un peu, et on arrive à voir un peu les trucs sur les réseaux. Et c'est là en tout cas nous situe un peu. Au complexe sportif Fousseni Diarra de Sotiba, fief du stade malien, la motivation se trouve à tous les niveaux. Les responsables du club entendent tout mettre en œuvre afin de passer ce cap.
On a tout mis en œuvre pour ce match et là on est en train même de préparer la manche retour parce qu'il y a les problèmes de visa, les problèmes de passeport des joueurs qu'on est en train de régler et même l'hébergement, le transport d'ici Dar es Salaam, on est en train de tout gérer. Tombeur de Watanga FC du Libéria au précédent tour avec 7 buts inscrits contre 2 encaissés, le stade malien affiche un visage rassurant dans tous les compartiments de jeu. Et l'aigle noir du Burundi est donc averti. Voilà, stade malien de Bamako, aigle noir du Burundi, c'est donc au stade du 26 mars à partir de 16h. Et pour ce qui concerne la Ligue des Champions, l'AS Real a perdu à domicile 3-0 face à FC Nouadhibou de Mauritanie. Oui, très mauvaise opération, ça il faut le dire, pour les Scorpions de Bamako qui devront se battre, pas seulement se battre, mais avoir beaucoup de baraka pour pouvoir inverser la tendance. La rencontre a été suivie dans les gradins du stade du 26 mars par notre reporter Siragatou Sissé. Soirée compliquée pour l'AS Real de Bamako. Les Scorpions sont piégés à domicile 3-0 par les Mauritaniens de FC Nouadhibou. Les visiteurs déroulent comme dans leur jardin au 37e par Oumar Mangane, 72e et 82e minute par le même joueur Sidi Bouna Sidi Amar pour un doublé. Un ressort est cassé dans cette équipe de l'AS Real. En premier mi-temps, on a eu beaucoup de 3 balles, c'est balles arrêtées. On ne parvient pas à marquer. Voilà. Mais on est déçus. Je sais que tout le monde est là. C'est qu'on est aujourd'hui qui n'est pas déçu. On est déçus aussi. Mais ça fait partie du métier. Vous avez parlé du mental. Moi, je pense que c'est. Je vais éviter de parler d'une nouvelle équipe. Réellement, la majorité de ces joueurs-là, c'est la première fois de jouer aussi à ce niveau. Le FC Nouadhibou a gagné la bataille de Bamako. Because in front of us, we have a very good team. Il y avait un adversaire de taille en face. Après, le Real avait eu des occasions pour changer la donne du match, mais on ne sait pas ce qui se passe avec le football, c'est comme ça. On avait un bon gardien qui était dans son jeu et des bons joueurs. The score, maybe, don't say what happened in the game because. Le match retour est prévu à Nouakchott le 1er octobre. L'AS Real ira défendre ses couleurs pour tenter de rendre la monnaie au FC Nouadhibou. Voilà, on verra bien. En tout cas, au tour précédent, le Real était allé chercher sa qualification sur le terrain de Coton Sport 2-0. Mais cette fois-ci, ça semble plus compliqué. On croise les doigts, Ibrahim. La Supercoupe au colonel Assimi Goïta a connu son épilogue cet après-midi. L'équipe de Ségou remporte le trophée devant Bamako. Oui, après un score d'un but partout au terme du temps réglementaire, finalement, Ségou gagne au tir au but 4-3. La cérémonie de la finale était présidée par le Premier ministre Dr Choguel Koukala Maïga, que je vous propose d'écouter. Il est au micro de notre envoyé spécial, Abdul Karim Kaba. Le président de la transition voulait lancer des messages à la jeunesse malienne et aux Maliens. Vous rappelez sa célèbre phrase « Je suis jeune, si j'échoue, c'est la jeunesse qui aura échoué ». Ça voudra dire que nous sommes condamnés à réussir. Pour paraphraser donc, je vais réussir avec la jeunesse. Ça c'est le premier message. Donc que les jeunes se mobilisent pour réussir tout ce qu'ils entreprennent. Le deuxième message, c'est à l'ensemble du peuple malien. Ces matchs constituent un véritable canevas de brassage de toutes les populations du Mali, de Kidal, en passant par Menaka, Taoudeni, Gao, Tombouctou, Mopti, jusqu'à la région de Kaï. Le brassage ethnique, le brassage culturel, le brassage politique, parce que nous sommes les mêmes. Personne n'a regardé de quelle région on vient, on regarde comment les joueurs jouent. Et je crois que l'objectif du président a été largement atteint. J'ai assisté à l'ouverture, il y avait toutes les régions du Mali. J'ai assisté aujourd'hui à la clôture.
où il y a les deux villes qui se sont classées première et deuxième. Vous savez, dans cette compétition, il y a certes ceux qui ont eu plus de buts, mais les gagnants, ce sont les Maliens. C'est la jeunesse malienne. Qui dit la jeunesse, dit sa mère, donc les femmes maliennes. Dit son père, donc les hommes maliens. Mais j'ai découvert un autre message ici auquel j'ai toujours cru. C'est un message qui sort de cette compétition que la jeunesse malienne vient d'adresser à tous les Maliens, sur tous les fronts de bataille, en commençant par les forces armées de sécurité, les paysans, les hommes d'affaires, les intellectuels, tous ceux qui sont dans leur poste. Le président a l'habitude de dire « Beki Jo Ijo Yorola ». Si chacun fait son travail comme il faut, le Mali va réussir. En tout cas, vraiment, on rappelle que Tombouctou est monté sur le podium en battant au match de classement l'équipe du CNT, également à la série des tirs au but. Merci beaucoup, Kodji Sibi, pour toutes ces informations sportives. Merci bien. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.